Vous regardez Les Nouvelles d'Afrique, l'information politique sans filtre, sans détour, sans compromis. Du Maghreb à l'Afrique australe, du Sahel à l'océan. Le chemin le plus court vers la paix, pour moi, ça pourrait être le dialogue. Mais quand j'écoute le discours et du président de la transition malienne qu'on annonçait pour mort, et le président de l'Algérie, on peut dialoguer, mais tout dépend de comment le Mali s'y est pris. En 34 ans, de 1991 jusqu'à janvier 2024, le Mali a eu près de 7 accords pour la paix, dont un autre accord d'Alger au temps d'Amadou Toumani Touré. À l'époque, on ne parlait pas d'Diaga Lali ou d'Amadou Koufa, mais on parlait d'un certain Bahanga. Et même au niveau du Mali, peut-être que ce n'est pas bruyant, mais une partie de l'opinion pense qu'il faudrait discuter. Mais vous savez, une semaine après l'assassinat du général Sadio, le deuil, la frustration du moment à chaud, c'est clair que beaucoup sont dans la dynamique de la guerre. Ensuite, il faut que le Mali même repense sa façon de voir les choses. Bien avant cette transition, la crise était déjà là. Et là, moi, j'interpelle, si vous voulez, le monsieur Paix du Mali, qui est l'ancien Premier ministre Issoufou Maïga. Je l'interpelle pas pour le journaliste que je suis pour faire de l'arrogance, c'est un père. Mais de 2019 à maintenant, du dialogue national inclusif au dialogue intermalien, jusqu'à maintenant la création de l'Observatoire pour la paix qu'il dirige, il a été impliqué au devant de tout. Mais qu'est-ce qui a été comme problème qu'il faudrait revoir? Tout d'abord, ces assises où il faut se retrouver entre Maliens, des autorités, des officiels l'ont dit, ce sont des frères égarés, ils doivent nous rejoindre. Mais chaque fois qu'il fallait tenir les assises, beaucoup disaient, mais les mouvements armés ne doivent pas s'asseoir entre nous. Il y a eu des tueries. Il faut la justice, il faut qu'ils soient jugés. Donc déjà, ils n'ont pas pu avoir accès au chapitre. Ça encore, ce n'est pas un souci pour moi. Mais quand on fait ces assises sans eux, et que dans les recommandations toujours, il apparaît deux choses. Négocier avec les mouvements armés et dissoudre les milices. Bien, déjà, on est tous désolés de ce qui se passe au Mali. Même si on n'est pas tous surpris. Oui, c'est normal, il faut apporter une réponse juridique. Mais attention, il ne faut pas que la justice aggrave la situation. Parce qu'on peut avoir beaucoup de confusion, beaucoup d'incidents. C'est normal qu'on recherche. Mais malheureusement, ça, ce n'est que la conséquence. Le Mali vit quoi? Le Mali vivait une crise. Et il y a eu un coup d'État il y a 5 ans, pratiquement. En août, ça fera 5 ans. Je pense qu'au bout d'un moment, au bout de 5 ans, il faut faire son bilan. Il faut faire son bilan. Aujourd'hui, quel est le bilan de la junte au pouvoir depuis août 2020? C'est un échec. Il ne faut pas avoir peur du mot. La junte malienne a échoué sur tous les plans. Oui, moi je pense que le Mali fait face à plusieurs acteurs aujourd'hui. Atu l'a dit, on a d'un groupe le Front de la libération de l'Azawad, on a le JNIM qui est lié à Al-Qaïda, mais ces deux principales forces qui combattent le régime militaire de Bamako n'ont ni les mêmes méthodes, ni les mêmes objectifs. D'un côté, on a le Front pour la libération de l'Azawad qui parle de la conquête d'un territoire et d'une autonomie territoriale. De l'autre côté, on a le JNIM qui se bat pour des revendications politiques qu'il veut installer la charia au niveau du Mali. Mais à côté, vous avez l'État malien qui est représenté par le général Assimi Goïta qui estime que les forces en présence ne sont pas légitimes pour négocier. Et lui, il propose une solution militaire pour asseoir la souveraineté du Mali. Mais laquelle souveraineté elle-même est déjà mise en cause dans la mesure où il y a une bonne partie du Mali qui est occupée par ses forces armées. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que le Mali doit pouvoir faire pour sortir de cette situation? Là est la grande question. Mais le problème aujourd'hui, c'est de savoir, il y a combien de personnes qui portent la voix du peuple malien au Mali?
à part la junte militaire, il n'y a plus de société civile, il n'y a plus de partis politiques. Et donc, aujourd'hui, c'est les militaires seuls qui parlent pour et au nom et au compte du Mali. Là où aucune autre voix qui pouvait participer à cette dynamique nationale pour exprimer le ressenti des populations. Et pas forcément, puisque pour moi, lorsque je regarde les différents acteurs qui se sont intervenus, quand je parle du président de l'Algérie, je parle également de la Russie à travers le communiqué. Donc c'est une dimension géopolitique qui est engagée. Et quand vous regardez le communiqué qui a été fait par rapport à Kidal, où le communiqué faisait mention de près de 2000 éléments venant des frontières étrangères. Donc ça signifie que cette situation-là, elle était vraiment coordonnée de façon à avoir le résultat escompté. Et moi, ce que j'observe dans cette situation qui rend difficile la négociation, c'est la désignation même de l'adversaire par les autorités. Ils ne les voient pas comme des Maliens, ils les conçoivent comme des valets locaux à la solde de l'impérialisme. Donc quand c'est comme ça, la position qui est dégagée, c'est que à travers vous, c'est vrai qu'ils vous voient, mais pour eux, ils sont inscrits, ils l'ont dit ouvertement qu'ils sont inscrits dans une guerre de haute intensité. Donc à partir du moment où vous êtes dans une guerre de haute intensité, il faut produire un discours qui va permettre de maintenir sur le long terme des énergies. Donc à partir de ce moment, il y a toute une batterie qui est faite. Comme vous observez au niveau de l'ALUS, c'est le discours qui est déployé. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que, au niveau même local, la raison pour laquelle vous êtes arrivé, c'est-à-dire la capacité de recouvrir le territoire en termes de sécurisation sur l'ensemble du territoire national, soit masquée par votre incapacité à anticiper, je l'avais noté, anticiper vraiment une action aussi coordonnée. Je dis anticiper dans la mesure où j'ai suivi une vidéo du général Tiani qui avait annoncé qu'il y avait un plan de déstabilisation de l'AES qui allait commencer par le Mali, à faire de Mali une sorte d'émirat. Et puis après, qui allait mettre par exemple le Burkina, et puis c'est lui-même qui a donné tous ces détails en termes de renseignement. Le Burkina et puis le Niger sous tutelle d'émirat dans son concept qu'il a donné. Donc c'est quelque chose, selon lui, qui était planifié, dont ils avaient l'information. Oui, merci Ali, merci. Franchement, le problème du Mali est tellement devenu complexe qu'on dirait que c'est devenu une zone à intérêt particulier de certains groupes. Pourquoi je le dis? Voici une jeune militaire qui prend le pouvoir et qui raisonne de façon militaire. Et le cœur du pouvoir, le ministre de la Défense, est tué. Ali, j'allais dire, ça réduit la capacité même d'intervention du Mali, puisque c'est le cœur du pouvoir qui a été touché. Mais malgré tout cela, je pense que le général Koïta doit pouvoir revenir à la raison. Moi, je le dis parce que je pense au peuple malien. Pendant que certains pays sont en train de réfléchir comment rentrer en plein pied dans l'intelligence artificielle, se développer économiquement parlant, socialement parlant, le Mali s'est plongé dans une situation au point qu'on ne sait plus où est la tête, où est la queue. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut faire tabula rasa. Il faut faire en sorte que des interventions extérieures, pas forcément militairement parlant. L'Union africaine, jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu le rôle de l'Union africaine. C'est vrai que le Mali est dans l'AES maintenant, mais moi je voudrais que les pays voisins, même la CEDEAO, puissent s'organiser pour sauver un pays frère. Franchement... Comme Arthur l'a dit, ce cas de figure s'était posé un peu en 2012. Et là, l'alliance n'a pas duré. Cette fois-ci, oui, les informations récentes nous laissent comprendre qu'ils ont fait au moins une année à travailler ensemble, à trouver comment fonctionner. Encore, oui, la réalité, c'est que si l'accord d'Alger était vivant, sous n'importe laquelle des formes. Moi, j'aurais été ce gouvernement, j'aurais demandé, bon,
l'accord nous permet de négocier, de renégocier, renégocions. Ça te fait gagner du temps et ça te permet de continuer à récupérer ton territoire. Mais là, tout de suite, le constat est clair, les deux sont dans la même dynamique et sont en train d'œuvrer dans ce sens. Et il y a un acteur que l'on est en train d'oublier, c'est l'EGS, parce que l'EGS a participé au combat ce week-end. Mais il n'était pas dans le combat du 26. Non, ils n'étaient pas avec le JNIM ni avec le FLA, mais ils étaient partis à Ménaka et eux aussi, ils ont opéré. Donc, eux aussi sont là. Et Dieu sait quelle autre nouvelle nous pourrons découvrir. Mais la réalité aujourd'hui, pour avoir cette discussion, le premier élément, c'est que le leadership à Bamako décide qu'il veut aller vers la paix au lieu de dire qu'il veut aller vers la guerre. Et une fois que cet élément est obtenu, il faut trouver un cessez-le-feu d'abord. Ce cessez-le-feu, pour une année au moins, permettre à l'État de se réorganiser et de voir quelles sont les mesures les plus appropriées pour pouvoir faire face à cette crise. Il y a quelque chose que moi j'ai entendu à multiples reprises de la bouche de représentants du FLA et de la bouche de représentants du JNIM. Le chef d'état-major du FLA, je pense que c'est TV5 qui l'a même interviewé, il dit que non, quand le régime à Bamako va partir, il y aura des discussions et la paix reviendra. Il l'a dit. Celui-ci aussi, leur porte-parole, fait mention de ce type d'hypothèse. Donc, quand on écoute aussi l'autre qui s'est érigé en porte-parole du JNIM, il parle de revanche. Et il fait une menace. Il dit, même si ceux-là partent et que vous choisissez des gens comme ceux-là, ce serait le même résultat. Donc, le constat est clair. Ces belligérants ont un souci majeur avec qui dirige le pays. Et on n'est plus dans une logique idéologique ou politique, c'est personnel maintenant. Parce que dans leur allocution, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Nous sommes venus faire chez vous ce que vous êtes allés faire chez nous. » Donc c'est de la vengeance, c'est devenu personnel. Mais il y a un élément qui va être très difficile pour Bamako d'accepter ou de suivre et qui est revendiqué par tous les deux autres belligérants, c'est le départ de Africa Corps. Est-ce qu'aujourd'hui, Bamako est en mesure de se défaire d'Africa Corps? Et si tel est le cas, se défaire d'Africa Corps, quelle serait la conséquence immédiate? Africa Corps, qui d'ailleurs est problématique pour même Bamako, parce que Bamako n'est même plus capable de se fier à Africa Corps lorsque Africa Corps arrive à négocier sa sortie de zone attaquée en laissant nos soldats en difficulté. Donc, ce qui explique même que la première sortie du président Goïta après son réapparition, c'est de discuter avec l'ambassade de Russie pour comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se passe ainsi. Fin de cette édition, vous en voulez plus? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. À bientôt.